Bonjour Séverine Leroy, merci de nous rejoindre. Alors, on espère que derrière vos écrans, vous êtes de retour également pour la suite de nos aventures et de cette journée consacrée aux trajectoires d'amateurs de théâtre, trajectoires au pluriel. Et on a bien vu à quel point elles étaient plurielles, ces trajectoires, dans cette première partie d'après-midi. Alors, après avoir entendu beaucoup de témoignages et de documents visuels, on va encore davantage ouvrir nos oreilles et faire appel à nos souvenirs auditifs grâce à Séverine. Je vais donc passer d'abord la parole à Marion Denisot qui va nous parler de cette démarche qui a été entamée l'an dernier, toujours à l'occasion des 50 ans de l'ADEC. Oui, donc rebonjour à tout le monde. On a allumé les lumières puisqu'il commence à faire un peu sombre. Voilà, donc en fait, Séverine va vous présenter la démarche qui a été la sienne dans la réalisation de ce documentaire sonore. Et puis, elle va également préciser en fait comment, avec cette pratique qu'elle a depuis plusieurs années du travail sur le son, elle réfléchit justement à une écriture de l'histoire où le témoignage et le son contribueraient à éclairer certains pans de cette histoire. Mais je voulais effectivement juste aussi en profiter pour rappeler quelle a été notre démarche. Donc, quand on a lancé cette étude de l'ADEC, l'idée était également de constituer en fait une campagne d'archives orales pour que rejoignent en fait aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine et les archives physiques de l'ADEC et ces archives orales qui ont vraiment éclairé en fait l'histoire de l'association. Sans ces témoignages, je pense que nombre de points n'auraient pu être compris ou être analysés. Mais voilà, cet appui en fait sur le témoignage oral s'inscrit aussi dans une démarche d'histoire du temps présent, donc avec un souci aussi méthodologique de traitement de ces archives. Donc je voulais à ce propos vraiment remercier toutes ces personnes qui ont accepté de nous rencontrer ou de me rencontrer pour rendre compte de leur rapport à l'ADEC. Et il est vrai que Séverine, elle, a été dans une logique aussi artistique, de constituer un objet qui permette de laisser son imagination aussi par rapport à cette histoire de l'ADEC et de se laisser porter par des voix, par des sons, donc dans une démarche qui était différente de la mienne, mais aussi complémentaire. Voilà, donc j'en profite aussi pour la remercier de cette collaboration, c'était très, très agréable. Voilà, donc je vais lui laisser la parole et puis je vous rappelle tout de suite en fait que ce documentaire est disponible sur le SoundCloud des archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Donc vous aurez la possibilité d'entendre l'ensemble du documentaire une fois que Séverine vous aura présenté ses partis pris et les axes qu'elle a choisis. Voilà. À toi, Séverine. Merci beaucoup Marion. Écoute, le plaisir a été partagé dans cette aventure, plaisir partagé également avec toute l'équipe de l'ADEC et tous les témoins qu'on a rencontrés au cours de cette campagne, en effet, de recueil de témoignages. Donc un grand merci à tous pour la confiance que vous m'avez témoignée et pour cette aventure chaleureuse. Alors en fait, mon intervention va s'établir en deux temps. Je souhaite commencer par vous présenter les conditions de production de ce documentaire sonore, Histoire d'amateurs, les 50 ans de l'ADEC, et j'illustrerai mon propos à la fin de cette présentation par différents extraits
dont vous pourrez percevoir qu'ils rebondissent avec les interventions notamment de Marion, mais aussi de Mathilde Dumontet sur le théâtre universitaire. Donc j'avais grand plaisir à entendre ces interactions possibles et je me disais que c'était chouette aussi de pouvoir entendre la voix des témoins pour rebondir sur ces informations-là. Mais aussi, pourquoi cette intervention va s'établir en 2 temps? Eh bien, parce que ce documentaire, je l'aborde aussi comme un enjeu réflexif. Alors, non seulement dans sa construction, mais aussi dans ma construction en tant que chercheuse en études théâtrales, qui en effet s'engage de plus en plus dans la question des sound studies. Et c'est pourquoi je terminerai ma présentation par le portage. Je souhaite vous partager une réflexion sur une manière de faire de la recherche avec le sonore. Voilà, c'est un début de process et que le documentaire ADEC m'a fortement incité à produire. Alors, comme Marion vient de vous le dire, ce documentaire sonore, il est né en fait d'une commande complémentaire à celle qui avait été passée à Marion. Sa commande, à elle, répondait aux règles de l'historiographie, hein, et s'est inscrite particulièrement dans une approche digne de l'histoire orale, donc une méthode empruntée notamment à cette pratique scientifique. Ma commande, celle qui m'a été adressée, s'inscrivait plutôt dans la question du désir de la part de l'ADEC de créer un support plus accessible au plus grand nombre, je crois, mais aussi et surtout peut-être le désir de faire entendre les voix de celles et ceux qui ont participé à la construction, à l'histoire de l'ADEC. Alors évidemment, on ne peut pas faire entendre toutes les voix et c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite vraiment revenir sur la question de ce processus de création d'un documentaire. Le recueil de témoignages, la campagne de recueil de témoignages, s'est essentiellement organisée entre octobre 2018 et juin 2019, en tout cas pour la période à laquelle j'ai pu être associée. Et le documentaire a été réalisé en juillet 2019. De la part de l'ADEC, c'était Yvan Dromer qui était à la direction à cette époque. Je n'ai pas eu de demande précise quant au traitement du sujet. J'avais vraiment, je dirais, une belle carte blanche. Et une carte blanche, c'est beau. C'est beau parce que ça vous témoigne d'une certaine confiance. C'est beau et ça fait peur. Parce qu'une carte blanche, c'est aussi une grande liberté. Qui m'avait été laissée dans l'orientation de mon travail, mais vous le savez bien, hein, cette liberté n'est jamais tout à fait acquise et on travaille bien à partir de contraintes. Ces contraintes, elles participent nécessairement de l'écriture et donc de la réalisation du projet. Donc une carte blanche, mais dans un environnement contraint. Et quel était-il? Alors, premièrement, les matériaux dont on dispose pour l'écriture du documentaire, et deuxièmement, le temps et les moyens techniques dédiés, et notamment la question du format final pour faire un documentaire écoutable, voilà, pas un documentaire de 4 heures. Ensuite, évidemment, la question de la destination du sujet, donc du public destinataire de ce projet qui ne devait pas être un public de spécialistes, mais plutôt un public amateur, et peut-être en priorité d'ailleurs, hein, les amateurs en tout cas de l'ADEC, mais pas seulement, bien entendu. Alors, la question du cadre de production. Écrire un documentaire, c'est d'abord la question des matériaux. Et donc, dans ce cas présent, je tiens d'abord à dire qu'il existe trop peu d'archives audiovisuelles et encore moins d'archives sonores pour participer à l'écriture du documentaire. Donc ça part déjà d'une carence en termes de matériaux, je dirais de matériaux audiovisuels. Parce que la matérialité de l'archive est quand même très importante dans un projet comme celui-là. Une carence qui est
selon moi et selon Henri Puisillou, avec qui j'ai travaillé sur ce projet, hein, qui a été mon collaborateur technique, oh là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, super, j'ai une autre fenêtre qui est venue s'inviter. Voilà, pardon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Une carence donc qui était sans doute une faiblesse de la source. Parce qu'alors, il était impossible pour nous de faire entendre la matérialité des voix dans leur couleur historique, mais aussi la matérialité de l'environnement sonore du passé qui était ici traité. Qu'est-ce qui se passe? Jean. Oh, je continue. Il se passe des choses bizarres sur mon écran. Vous me faites un signe sur le chat s'il y a un souci. Cela participe de l'écriture de l'histoire. Et c'est une question que se posent notamment nécessairement les historiens, à savoir que deviennent les traces des activités humaines. On laisse tous des traces, mais l'articulation historique, elle se joue précisément dans la transformation de la trace à l'archive et de l'archive au récit historique ou à d'autres types de constructions narratives. Le sujet qui nous occupe dans le documentaire sonore dont il est question aujourd'hui est le théâtre amateur. Le théâtre amateur, son histoire, certes, mais une histoire qui s'écrit ici, dans une structure particulière, qui lui donne un lieu, un habitat même, le terme est fort, habitat désigné par le vocable maison, maison du théâtre amateur, qu'on entendra tout à l'heure à l'occasion d'un extrait, un habitat pour se développer, se structurer et se penser. Mais la question qu'on ne peut pas s'empêcher de poser, c'est la condition de son histoire, de l'histoire de cette pratique, n'est-elle pas plus essentiellement liée au lieu, au pluriel, au lieu des amateurs, et autrement dit, je dirais, chez eux, la plupart du temps. Comment écrire cette histoire-là ? La question se pose, bien entendu, dans la mesure où les récits à venir, qu'ils soient historiographiques ou artistiques, sont conditionnés par cet éparpillement de l'archive qui n'est encore que document. Dans le cadre d'un documentaire sonore, l'insuffisance de traces audiovisuelles et sonores impacte donc largement la richesse de l'écriture. Et c'est un manque qui ne peut se résoudre. Alors, que reste-t-il? Que nous restait-il alors? Des archives papier, oui, en assez grand nombre, je dirais. Pour ce projet, archives administratives, photographies, revues de l'association, affiches, programmes, etc. Mais pour les intégrer au documentaire, on peut recourir à la description, à la lecture, mais ce serait alors des voix interviewées qui constitueraient le son. Or, quel est l'autre élément d'écriture dont nous disposions pour ce documentaire? Eh bien, l'autre élément d'écriture, c'était les entretiens menés dans la perspective de l'enquête historique et donc amenés à devenir des archives orales traitées comme telles par l'institution qui les accueillera ou qui les a déjà accueillies. Je ne sais pas très bien dans quelle temporalité on en est là, de ce dépôt d'archives. On a donc, du point de vue de la nature, des sons disponibles, une écrasante part d'entretien, la voix donc, la voix qui est engagée dans un récit de vie, et ici, plutôt la vie de l'association, mais aussi d'expériences plus personnelles. Alors la restriction, elle est dès lors très compliquée pour libérer l'écriture du documentaire, qui normalement se nourrit d'une pluralité nécessaire à la dynamique de récit, à la dialectique entre les éléments et la construction sensible pour l'auditeur. Lorsque je parle de pluralité, j'envisage la texture et la nature des éléments sonores, qui peut être des voix, des musiques, de la musique, des sons issus du paysage sonore qui inscrivent les témoins dans un environnement particulier, des sons fabriqués, etc.
J'ajoute à cette pauvreté des sources qu'il y a une particularité supplémentaire à ce projet, parce qu'en effet, les matériaux qui ont servi à sa réalisation ne sont pas le fait de l'auteur du documentaire, en l'occurrence c'était moi, mais plutôt un glissement de documents constitués dans une autre perspective. Puisque l'auteur, en l'occurrence l'autrice de ces matériaux qui ont servi à la réalisation, eh bien, c'est bien ma collègue Marion Denisot, puisque c'est elle qui a mené les entretiens, qui a été responsable de la menée et de la structuration de ces entretiens auxquels j'assistais parfois. Je dirais qu'on a donc ici un problème d'octorialité. Et à partir de là, le récit qui s'élabore eh bien, s'est élaboré en procédé inverse de celui qui devrait être. Il se construit à partir d'une matière qui s'est imposée à moi et non d'une matière qui répondait aux besoins d'un documentaire dont je pouvais assurer toute la chaîne de production. Cette matière, elle n'est pas née dans n'importe quel cadre. Cette matière, elle est née dans un cadre scientifique, historique, et donc elle obéit à des questions historiographiques. Le ton du discours est majoritairement descriptif et factuel. La part sensible est moindre, bien que présente. Évidemment, cette part sensible, elle peut surgir ça et là dans le jeu de la remémoration, et cette part, elle n'est pas négligée, mais elle n'est pas recherchée pour autant. Par conséquent, la part sensible est relativement minorée. Elle implique donc un documentaire non créatif. C'est une manière de répondre à l'introduction de Marion, qui m'introduisait comme autrice d'un documentaire plus artistique. Je réponds non, ce documentaire n'a pas de visée artistique pour ces raisons-là précisément. C'est donc un documentaire plutôt non créatif qui a largement évacué le sensible et qui a donc été obligé de trouver une autre voie dans la nature du récit. Cette autre voie, elle est proche du documentaire à visée informative. Mais il ne s'agit pas non plus d'un documentaire historique, car cela aurait un effet redondant avec le rapport que produisait Marion. La matérialité essentielle du documentaire, Histoire d'amateurs, les 50 ans de l'ADEC, est donc constituée d'archives orales issues de cette enquête menée auprès d'une vingtaine de témoins et pour une durée moyenne de 2 heures par personne. On a par conséquent un volume sonore d'environ 40 heures. La durée du documentaire est de 49 minutes. Il est envisagé dans un format de documentaire radiophonique, c'est pourquoi il ils ont été sélectionnés pour leur catégorie, leur période d'activité, mais aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, la possibilité de les faire résonner ensemble dans les thématiques retenues et aussi la qualité du son et de l'élocution. Nous entendons ainsi dans ce documentaire les témoignages de 2 présidents du CA à 2 époques différentes. Nous entendons André Hélard, qui était en fonction à la fin des années 70. Donc Marion a rappelé les dates tout à l'heure, hein, c'était 1979-1984. Et puis Christine Micheneau, en fonction au moment de la réalisation de ce document. J'ai aussi retenu 3 directeurs, directrices successifs depuis 2000, ceci afin de montrer l'évolution de la gouvernance dans la période la plus proche. Nous entendons Suzanne Hélène, Yvan Dromer, qui était directeur au moment de la commande et qui a quitté ses fonctions en juin 2019, puis Élise Calvez, qui a pris la suite d'Yvan à la direction et qui témoignait également. Élise témoignait à un double endroit. Alors, elle s'engageait dans le
le long parcours de la direction, mais surtout, elle témoignait de ses années d'expérience à la communication de la structure et à la responsabilité de la bibliothèque, cette bibliothèque dont il a été question tout à l'heure. À cette parole de nature plutôt décisionnaire, bien que les présidents de CA soient avant tout des amateurs, j'ai souhaité ajouter le témoignage de Kamal Benadi, actuel régisseur, parce que ce témoignage, recueilli spécialement pour le documentaire, me permettait de le faire résonner avec les autres témoins et de faire entrer notamment les relations concrètes dans l'accueil des amateurs et des scolaires pour les activités de médiation que développe la structure. Et puis, il y a un dernier témoin que l'on entend peu, essentiellement pour des raisons de pollution sonore au moment de l'entretien. Parce que oui, je l'ai dit tout à l'heure, la qualité du son définit aussi ce qui restera au moment du montage. Or, quand nous avons mené l'entretien avec Thierry Beuchet, eh bien, il y avait des travaux dans la rue, voilà. Donc, on l'a entendu, on l'a retenu dans le documentaire, mais une bonne partie était inexploitable à cause de ces travaux, en tout cas inexploitable pour le documentaire. Thierry Beuchet, en tant qu'artiste intervenant depuis de nombreuses années dans les ateliers proposés par l'ADEC. Je dirais que lors du dérochage, j'avais sélectionné d'autres témoins. Je suis arrivée en cabine montage son avec bien plus que ces témoins-là. Mais vous savez, la phase de montage implique des choix. De toute façon, qu'il s'agisse du son ou d'autres méthodes d'écriture, à un moment donné, on fait des choix. Et dans chaque projet, des sons qui ne peuvent pas être utilisés eh bien, tombent parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la dynamique du récit qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place. Et donc, nombreuses peuvent être les raisons pour lesquelles on va renoncer à utiliser certains enregistrements. Ça n'est pas la faute des témoins, je le dis, j'en profite pour le dire, parce que à chaque documentaire, les témoins qui sont coupés au montage sont très tristes, mais c'est simplement que dans la phase de réalisation, eh bien, il y a des lois qui apparaissent, et c'est la loi du récit qui va gouverner par-dessus tout. Donc voilà. Et puis bien sûr, la durée du documentaire, eh bien, vous imaginez qu'elle y est pour beaucoup dans ces choix que l'on doit opérer. Alors, dans ce documentaire, j'ai désiré faire entendre une évolution des projets de la structure dans différents contextes artistiques qui permettait, selon moi, de révéler le lien entre cette association dédiée au théâtre amateur et le théâtre professionnel. Il en a été question au fil des interventions cet après-midi, mais aussi la question des enjeux culturels. Donc, au fil des écoutes de ces entretiens présélectionnés pour la réalisation, et aussi en dialogue avec Marion, qui les avait tous traversés, contrairement à moi, j'ai retenu des thèmes qui, selon moi, permettaient de dresser un portrait de l'association. Je dis selon moi, parce que c'est là, pour le coup, j'assume. Ça permettait, à mon avis, de dresser un portrait de l'association, à la fois dans le mouvement du paysage culturel français de la pratique amateur, mais aussi dans sa spécificité à l'échelle de la structure. Et parmi les thèmes qui revenaient et qui permettaient donc une structure du documentaire, il y avait les thèmes suivants. La naissance, bien entendu, la naissance de la structure, la logique de gouvernance et l'évolution, il en a été plusieurs fois question, l'évolution entre le désir d'exigence artistique et les droits culturels, que je vais vous proposer d'écouter à travers 3 très courts extraits. Donc, on va commencer un petit partage de son, en espérant que tout se passe bien. Pour le premier thème, alors, hop. Toc. Hop. Mesdames et messieurs, le théâtre est ouvert.
Alors, ADEC, historiquement, donc depuis 1970, art dramatique. Ok, vous n'entendez pas, c'est pas normal. On réessaie comme ça. Je vais vous envoyer la foule. Hein. C'est parti, bon courage. Mesdames et messieurs, le théâtre est ouvert. Ah bah dites donc. La deuxième personne qui s'est déchirée. Il y en a 4. Ah super. Là il est coupé celui-là. C'est parti, vous pouvez y aller. Alors ADEC, historiquement, donc depuis 1970, art dramatique, donc on parle bien de théâtre, expression, donc ça veut dire qu'on donne le droit à chacun, à chacune, en tant que citoyen, de s'exprimer à travers le théâtre. Et puis culture, pour le C, avec cette idée qu'on va s'intéresser non pas seulement aux jeux d'acteurs, mais aussi à toute la culture théâtrale, à travers la bibliothèque, les textes, mais aussi la technique, ce qu'on continue à faire, la scénographie, le lien avec tous les théâtres. Élise Calvez. Et en fait, ce mot-là, de années 70, il résume bien l'ensemble des enjeux de l'association, donc on le garde. Et puis on y a rajouté Maison du théâtre amateur. L'idée a dû partir des années de la présidence de Roland Fichet, l'idée d'une maison du théâtre amateur. André Hélard. Mais c'est après, pendant les années où j'ai été président, qu'on a finalisé le projet. Il y a eu vraiment de réunions de C1 et de réunions de bureau extrêmement riches sur ce que pouvait être et sur ce que ne devait pas être une telle maison du théâtre amateur. Alors, ok, c'était bon pour le deuxième. C'était bon pour le deuxième son. Très bien. Déjà, au moins, ça, c'est gagné. Donc, sur la question de... On vient d'entendre un extrait qui est l'ouverture de ce documentaire qui présente l'histoire déjà du nom, qui en dit long. Et je souhaite vous faire écouter également un témoignage sur la question de la gouvernance. Espérons que ça marche. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Bon, très bien. Un bien et une singularité que la gouvernance de l'ADEC ait toujours été réalisée par les amateurs eux-mêmes. Et là, je partage complètement l'histoire de l'ADEC à cet endroit. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en prenant ce qui existait et en pensant sincèrement qu'il ne fallait pas que l'institution se positionne. Oh là là, mais c'est une... Il n'y a jamais eu de velléité de leur part, mais on sait très bien que ça pourrait être une demande de la part des financeurs. Vous m'entendez là? Le partage a cessé de fonctionner. C'est décidément très très simple, une journée d'études par Zoom. Alors, je vais réessayer. Voilà. Et là? C'est plutôt un bien et une singularité que la gouvernance de l'ADEC ait toujours été réalisée par les amateurs eux-mêmes. Et là, je partage complètement l'histoire de l'ADEC à cet endroit-là. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en prenant ce qui existait et en pensant sincèrement qu'il ne fallait pas que l'institution se positionne, par exemple, dans le CA. Il n'y a jamais eu de velléité de leur part, mais on sait très bien que ça pourrait être une demande de la part des financeurs. Là aussi, c'est en cohérence avec l'éducation populaire et les droits culturels. C'est que ce sont les usagers eux-mêmes, y compris donc des amateurs,
mais qui n'étaient pas que des comédiens amateurs et qui ne sont pas que des comédiens amateurs. Ce sont des gens qui traversent la bibliothèque, des bénévoles, des gens qui font des ateliers, des gens qui sont dans des troupes, qui sont 12 aujourd'hui, ils ont toujours été 12 au sein du CA, qui valident et co-construisent ces orientations et des priorités, et qu'ils délèguent ensuite à la direction et à l'équipe. Je trouve pertinent qu'on ait maintenu cette gouvernance, qu'on y tienne, qu'on la protège, que c'était une force pour ce centre de ressources que d'être gouverné par les usagers eux-mêmes. Ce projet issu de la vie associative est un projet assez unique en France, qui fait beaucoup d'envieux, mais depuis la charte de 98 de Catherine Trottmann, qui a posé l'ADEC comme modèle de lieu ressource pour le théâtre d'amateurs, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais la plupart, pour ne pas dire toutes, viennent de l'institution. Voilà, alors maintenant je vais essayer le troisième extrait. Reprendre le partage, ok. À chaque changement de piste, ça désactive le partage, c'est intéressant. Et là, vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Séverine. Alors, très bien. J'espère que vous allez entendre la troisième piste. Donc, un autre extrait, justement, qui, je trouve, permet de saisir le point de bascule qui a pu s'opérer, peut-être, alors, à débattre aussi avec l'arrivée d'Yvan, qui installe dans la politique de l'ADEC, avec le CA bien entendu toujours, la question de l'ADEC en tant que centre de ressources, et donc l'ADEC ouverte à toutes les pratiques artistiques, et quel qu'en soit le niveau, alors qu'il y avait peut-être historiquement, et Marion, tu en as parlé à l'occasion notamment du théâtre, du tract théâtre, et Suzanne en parle beaucoup également dans le documentaire, il y avait longtemps eu une véritable exigence artistique dans la pratique théâtrale amateur, justement pour dire que les amateurs pouvaient s'engager dans un théâtre militant ou un théâtre ouvert aux écritures contemporaines. Et voilà, donc un retour comme ça avec l'arrivée d'Yvan qui me semble intéressante. Et je voulais vous faire écouter ce témoignage d'Yvan qu'on a choisi de coller avec le témoignage d'André Hélard pour faire résonner ces deux époques et du coup le glissement un petit peu dans l'exigence par rapport au projet. Voilà, alors en espérant que ça fonctionne. Nous, on se bat, on dit c'est un centre de ressources. C'est un centre de ressources qui est présent chez Marijuana, ça nous paraît légitime. Un théâtre qui se veut programmation amateur, peut-être que ce n'est pas la même chose. Je crois que j'ai cherché avec le CA à assumer cette réalité. Et effectivement, il y a besoin de l'assumer parce que c'est compliqué de dire, comme spectacle, de voir chez Marijuana. Et le spectacle, c'est fragile. On assume qu'il puisse être fragile, voire décevant. Enfin, pour le spectateur, il peut se dire, oh là là, mais c'était pas bien. Et oui, mais du coup, on l'assume. Aujourd'hui encore, n'avons-nous pas à entendre ce qu'écrivait Émile Kopferman en 1961 dans la revue Théâtre populaire en conclusion d'un article sur le théâtre amateur. Rien, selon nous, ne donnera jamais au théâtre amateur une bonne organisation, des finances suffisantes, des techniques appropriées et un répertoire efficace, tant qu'il ne répondra pas à la demande profonde du spectateur d'aujourd'hui. Et ce que demande plus ou moins consciemment le spectateur d'aujourd'hui, c'est qu'on l'aide à comprendre notre histoire et à savoir comment agir sur elle. Et là, vous l'avez entendu, le son ? Assez faible, en fait. Ah, pourtant, le niveau était le même. C'est quand même catastrophique. En fait, dès que je lance un son, vous disparaissez complètement de mon écran. J'ai plus aucun contrôle sur rien. C'est vraiment... Je suis désolée pour vous, mais en fait, ce n'est confortable pour personne. Voilà, donc... Allô ? Oui, alors, je préciserai aussi, après, de toute façon, je mettrai dans le chat aussi le lien pour découvrir l'intégralité du documentaire sonore. Donc, de toute manière, les gens qui sont intéressés pour avoir l'intégralité du documentaire pourront l'écouter.
À défaut d'avoir entendu cet extrait-là, Séverine, je vous propose de quand même le commenter et puis, quitte à expliciter un petit peu ce qui est dit. Parce que vous ne l'avez pas entendu, l'extrait? On l'a entendu de très très loin et je pense que la plupart des gens ne l'ont malheureusement pas entendu. Donc, vous pouvez remettre votre caméra sur vous, arrêter le partage d'écran et voilà, expliciter peut-être le contenu de l'extrait que vous vouliez nous partager, à défaut de pouvoir le... Et en fait, le contenu de l'extrait, je l'ai explicité avant de vous faire écouter l'extrait, précisément. J'entendais expliquer le glissement qui s'était opéré dans ce que j'avais perçu, en tout cas dans l'arrivée à la direction de la part d'Yvan Dromer, avec le désir d'ouvrir la pratique artistique à tous les niveaux. Voilà. Donc là, par contre, si à chaque fois que je veux commenter, je ne peux pas partager de son, je vais être en grande difficulté pour continuer cette intervention parce que j'en suis précisément arrivée au moment où moi, je souhaite vous faire écouter des extraits du documentaire, notamment donc là, c'était la question de la logique de la gouvernance, mais il y a aussi dans ce documentaire des relations qui sont explicitées entre les pratiques professionnelles et les pratiques de certaines troupes amateurs, notamment par exemple le théâtre du Trac dont a parlé Marion. Donc j'étais assez heureuse de l'entendre en parler parce que je savais que j'avais à vous proposer justement une illustration sonore du témoignage d'André Hélard sur la question de l'impact du théâtre du Soleil, mais aussi de tout un courant en effet, à cette période-là, sur les créations collectives et donc sur la pratique artistique du théâtre du Trac. Donc voilà, j'ai là aussi 2 extraits à vous faire écouter. Je ne sais plus quoi faire, si je tente ou pas. On peut peut-être tenter, puis si ça ne fonctionne pas, je te l'indique par chat. Et puis, on renvoie. En fait, quand je lance le partage, je perds tout. Je perds le chat, je perds tout. Tout disparaît derrière mon VLC. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est parce que je n'ai pas ça en cours. Mais là, je l'ai aujourd'hui. Bon, voilà. Ouais. Donc, j'essaie. Alors, sur le track. On est aussi dans des années où la troupe modèle pour nous, en tout cas, c'est le Théâtre du Soleil et où les spectacles qu'on rêve, enfin pas qu'on rêve d'imiter, mais les spectacles qui nous parlent, c'est 89, 93 et l'âge d'or, dans lequel on est resté pantois d'admiration. L'évolution du Trac, ça a été sous l'influence d'une part de ce qu'on a pu aimer dans le Théâtre du Soleil et de ce qu'on a pu admirer dans Il Campiello ou l'Arlequin de Streller ou Barouf à Chioggia. Bon, c'est-à-dire à chaque fois quand même un théâtre qui parle d'une réalité, qui se situe dans un lieu, qui raconte l'histoire avec un grand H. Voilà. Et la question de la création collective. Et parce qu'il y a eu les rencontres non professionnelles de Sèvres, où on a vu des spectacles d'autres troupes amateurs complètement extérieurs à la FNCTA, qui étaient des créations collectives et qui racontaient des histoires de là où elles étaient, ces troupes. On en est revenu, après y avoir été en 78 et 79, avec l'idée qu'il fallait faire un spectacle sur Rennes et l'histoire de Rennes. On a choisi de faire un spectacle sur l'incendie de 1720, qui s'appellera « À Rennes, rien ne prend sauf le feu », dans les conditions d'une création collective. Avec l'aide, alors là vraiment avec l'aide de l'ADEC et en particulier avec l'aide de Paul Rose, qui a fait un peu office de conseiller, un peu à la manière du Soleil si vous voulez, mais enfin avec nos moyens à nous, à partir de tout un travail d'improvisation sur les situations, sur les personnages, qui a duré 1 an. À partir de ça et des notes prises pendant ces séances d'improvisation et de travail, j'ai écrit un texte qui a été donc À Rennes, rien ne prend sauf le feu. C'était bon cette fois-ci? Ok. Pour les 2 extraits?
va y arriver. Voilà, donc parmi les éléments importants que j'avais souhaité faire entendre, hein, c'était la question de la logique de la gouvernance et de l'évolution, donc avec quelques petits extraits, mais évidemment, il faut entendre tout le documentaire pour en saisir les articulations, le développement, en tout cas dans ce que j'ai souhaité partager. La question de l'ADEC comme centre de ressources, la question de la relation amateur et professionnelle et notamment l'inspiration des méthodes du travail professionnel sur les méthodes amateurs pour une époque en tout cas. Et puis évidemment il y a la question importante qui avait été soulignée tout à l'heure sur le rôle de la bibliothèque. Donc cette bibliothèque qui revient en plusieurs endroits dans le documentaire parce qu'elle est fondamentale. Elle fait partie de l'ADN, comme dit Élise dans l'entretien, de l'ADN de la structure et notamment l'emplacement physique de cette bibliothèque qui s'est promenée. Hein. Je vais vous faire donc écouter cet extrait qui répond pour partie aux questions qui étaient soulevées tout à l'heure dans le chat sur le rôle de la bibliothèque. Dès la naissance, il y a des troupes qui amènent des livres, qui collectent. La bibliothèque, la collection de livres de l'ADEC, elle naît vraiment dès le démarrage du projet. C'est vraiment intimement lié. Il y a plusieurs locaux de l'ADEC. À chaque fois, la bibliothèque se balade plus ou moins avec de l'espace, avec les possibilités de chaque époque. En 89, l'ADEC arrive donc au 45 rue Papu et la bibliothèque se met à ce moment-là à l'étage. Donc tout est dans le même lieu à ce moment-là. Et c'est un lieu important parce que, on parlait d'ouverture, la bibliothèque, avec son fond très spécifique, attire évidemment déjà les amateurs, dans la pluralité, là encore, des textes de théâtre, mais du coup, la richesse du fond fait venir, du coup, à l'ADEC aussi des compagnies professionnelles, fait venir des étudiants, fait venir des enseignants, enseignantes, chercheurs de Rennes 2, par exemple, mais au-delà. Fait venir des animateurs, des animatrices d'ateliers théâtre de Rennes et bien au-delà aussi qui viennent chercher des textes. Donc cette bibliothèque, voilà, au sein de l'ADEC, elle permet ce bouillonnement-là. C'est bon, mais c'est faible. Je comprends pas. Mon volume est à fond. On a entendu la plus grande partie. D'accord. Voilà, donc voilà, ça fait partie des axes que j'ai souhaité développer dans ce documentaire, mais je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure dans le processus d'écriture, il est évidemment difficile de construire un documentaire dans lequel la parole règne du début jusqu'à la fin. Donc on a fait le choix d'enregistrer des moments de théâtre qui étaient programmés au cours de la saison 2018-2019. Et ces sons qu'on a enregistrés, qui appartiennent à la catégorie son d'ambiance, apportent de la vie dans l'enquête et restaurent, je dirais, le présent de la structure. Ils sont aussi l'évocation de tout ce pourquoi l'ADEC existe, à savoir la pratique théâtrale amateur. Donc ces sons d'ambiance, eh bien, ils ont été enregistrés à 2 moments dans l'année. D'abord en décembre 2018, à l'occasion de la représentation des Suppliantes d'Eschyle par le Théâtre du Tiroir, qui est une compagnie installée à Laval, et dans une mise en scène de Jean-Luc Bansard. Et dans ce projet, Jean-Luc Bansard mettait en scène des amateurs et des migrants. Il y avait beaucoup de monde au plateau. Et cette séquence sonore, cette soirée que nous avons enregistrée, elle nous a permis de faire entendre le plateau habité par une pratique amateur, mais aussi de mettre en relation l'ADEC avec un engagement fort dans les enjeux de société, puisque lors de cette soirée, il y a eu une prise de parole réellement politique sur le soutien que l'ADEC apportait aux personnes sans papier et une revendication de la part de la structure adressée aux politiques. Donc, je vous fais écouter ce document-là, enfin cet extrait-là, pardon. Cette année, nous avons fait une déclaration de soutien au collectif de soutien aux personnes migrantes, étrangères, sans papier. Et je vais vous lire quelques phrases de cette déclaration.
Parce que notre projet associatif défend la prise de parole de tous les citoyens en phase avec les valeurs de la République, le conseil d'administration de l'ADEC, la Maison du Théâtre Amateur, s'associe donc avec le collectif de soutien aux personnes sans papier pour demander à l'État qu'il fasse en sorte 1. Que les humains, migrants, étrangers, sans papier puissent souffler quelques instants et soient accueillis dans des lieux d'hébergement inconditionnel, ouverts toute l'année et 24 heures sur 24. जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी On fait le lien aujourd'hui avec les droits culturels. Pour moi, ce droit-là, il existe depuis longtemps dans ma vie et j'ai toujours souhaité le... D'ailleurs, en fait, en le vivant, je suis persuadé pour chaque acteur culturel, chaque médiateur, chaque être humain, si tu le penses sincèrement, si tu considères que chaque être humain que tu as en face de toi, il a quelque chose à te dire, il a quelque chose à transmettre, et potentiellement on peut avancer ensemble. Récemment, en entretien, je me souviens, on m'a demandé une phrase finale, j'ai redit qu'on était plus intelligent à plusieurs, et on est plus humain à plusieurs. Et donc, pour moi, l'éducation populaire, elle est à cet endroit-là, et elle s'incarne partout, et elle devrait se poser, en fait, dans toutes les questions qu'on se pose, en fait. Et dans la vie politique, c'est très politique. Ok. Voilà. Et ben, je m'aperçois qu'avec ces difficultés techniques, le temps est avalé bien comme il faut. Donc, je ne vais pas vous faire écouter l'autre extrait qui fait partie des sons d'ambiance qu'on a souhaité ajouter dans ce documentaire. Et c'était un extrait relatif à l'événement Attroupons-nous, hein, qui réunit plusieurs compagnies amateurs sur le plateau de Pôle Sud, à Chartres de Bretagne. Et ces compagnies viennent présenter tout un après-midi, et puis la soirée se poursuit avec des échanges, un extrait de leur spectacle en cours. Donc voilà, ça, vous pourrez l'écouter si vous allez... chercher le documentaire. Par contre, je ne résiste pas à l'envie de vous partager un extrait que j'ai ajouté suite à l'intervention de Mathilde, parce que ça m'a amusée. Et vraiment, je vais peut-être du coup terminer mon intervention là-dessus, puisqu'il est 47. Je vais vous faire écouter Yvan Dromer qui nous raconte comment il a l'expérience qu'il a vécue à l'université Rennes 2 en tant qu'étudiant, alors qu'il pratiquait le théâtre à ce moment-là. Et c'est assez savoureux si on se souvient de ce qu'a pu nous raconter Mathilde tout à l'heure sur amphithéâtre et cabaret. Donc voilà, ce sera mon dernier partage. Voilà. Donc ça, c'était en 2000. En 2001, j'ai monté un spectacle qui s'appelait Arrête ton cinéma, autour des dialogues cultes du cinéma français. Et l'idée, c'était comment, en s'inspirant des dialogues, on repartait de zéro, donc on essayait de ne pas voir les films, et on recréait au théâtre ces scènes. Je l'ai fait avec une quinzaine, on était même 18, et on l'a monté jusqu'au bout, c'était les 10 ans d'amphi. J'ai beaucoup aimé faire la mise en scène. Et ce qui est important aussi, c'est qu'après cet événement, Amphithéâtre est venu me voir et me dire, mais... ouais, d'accord, bon, ouais. Mais c'est un peu genre Robert Hossein, ce que tu fais. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est un peu super production, c'est gros machin, les écrans, les... Bah, j'ai dit, bah oui, mais en quoi ça pose un problème à amphithéâtre? Ah non, mais tu comprends, nous, c'est théâtre d'art, théâtre de recherche. Ce qui était intéressant, c'est que moi, je venais d'une autre filière. Je venais pas d'art du spectacle. Et là, je suis tombé dans la scission qu'on a entre l'éducation populaire et... Alors maintenant on peut dire exigence artistique parce que on sait dire les choses et que maintenant voilà ça a du sens. Mais à l'époque on tombait dans l'élitisme des créateurs quoi. Voilà. Donc je suis tombé en plein dedans. Et les gens qui avaient joué avec moi, qui l'avaient fait, n'étaient pas du tout d'accord avec ce qui venait de nous être renvoyé. Et donc il y a eu une grosse polémique au sein d'Amphithéâtre. Du coup on avait les partisans d'eux et puis donc c'était très compliqué. Donc il y a eu une scission. Nous avons quitté Amphithéâtre et nous avons créé Cabazar. Le cabaret associatif artistique. Et ce Cabazar est devenu cabaret et a oublié totalement la dimension
théâtrale, mais nous, en fait, ce qu'on allait faire, c'est qu'on avait décidé d'aller faire du théâtre en dehors des théâtres. Et donc, on allait dans les restos, dans les bars, et on jouait des spectacles. Voilà, je trouvais que c'était assez plaisant d'entendre ce souvenir d'Yvan justement par rapport à sa pratique dans le théâtre universitaire. Bon bah voilà, il est 17h50, alors là vraiment une journée d'études sur Zoom, c'est vraiment l'enfer quoi. Déjà faire court, c'est compliqué, mais là vraiment. Donc je vous partagerai pas mon projet d'écriture de la recherche par le sonore. Merci pour votre patience. Merci Séverine. C'est vrai que vraiment partager des documents, je compatis. Ça a l'air compliqué et je pense qu'en fait, il y a des problèmes simplement techniques entre nos machines, les logiciels, etc. Bon, mais on a bien perçu quand même quel était l'esprit du documentaire et même si c'est pas un propos artistique, j'entends bien, ce que ça permet, en fait, c'est donner quand même à entendre une histoire par du sensible et de peut-être plus donner aussi un sens, comment dire, de laisser percevoir la dimension artistique, en fait, du théâtre amateur et du fait théâtral. Voilà, c'était ça que j'avais en tête. Et effectivement, dès lors d'entendre même des voix ou d'entendre la voix de Kamal, ça, voilà, tout de suite, ça nous ouvre un autre univers que le seul univers de l'étude historique qui passe par l'écrit principalement, quoi. Voilà. Juste peut-être dire, Séverine, pour tout le monde, puisqu'il y a eu des questions à ce sujet-là. Donc, ce documentaire sonore ont été réalisés avec le soutien du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et les archives, et que donc, dans le cadre des 50 ans de l'ADEC, il devait y avoir une présentation de ce documentaire et de l'histoire de l'ADEC avec plein de lectures et tout ça lors des journées du patrimoine en septembre dernier. Journées qui ont été annulées et donc grâce aux services départementaux et aux archives, on pourra vous proposer à nouveau ces événements lors des prochaines journées du patrimoine en septembre 2021. Donc tenez-vous prêts, il y aura à nouveau la présentation de ce documentaire sonore, des panneaux historiques. On va profiter d'encore célébrer ce théâtre amateur dans le département lors des prochaines journées, avec également donc un dépôt des archives officielles, là, un dépôt des archives de l'ADEC dans cette section dédiée au spectacle vivant dans ces archives départementales. Donc, je tenais à les remercier et à remercier aussi tous les bénévoles qui vous ont accompagnés sur ces enregistrements de témoignages et de captations et de retranscriptions parce que ça a été effectivement très précieux de pouvoir en profiter. Donc, on salue les bénévoles et globalement tout le conseil d'administration de l'ADEC qui s'est vraiment impliqué à vos côtés sur ce dispositif. Et puis, puisqu'on avait également la question, donc pour les gens qui souhaitent retrouver le documentaire sonore, c'est soit sur le SoundCloud des archives départementales, sinon nous avons aussi quelques exemplaires en CD à l'ADEC, donc vous pouvez nous en faire la demande et on vous les offrira. Voilà, ils sont là, ils existent, on voulait vous les distribuer tout au long de l'année, mais on a été un petit peu empêchés. Voilà. Et puis enfin, pour ce qui concerne l'étude de Marion ainsi que plusieurs interventions de cette journée, nous avons le projet, et nous espérons bien le faire aboutir, d'une publication au PUR, aux presses universitaires de Rennes, dans les prochains mois. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces recherches et puis quelques iconographies dans un ouvrage. Voilà, on y travaille avec Marion et on espère que ce projet arrivera à bon port. Voilà. Et je reprends qu'il y a une question effectivement de Marie-Madeleine Mervanroux concernant les archives sonores. Alors, pour ce qui est de la campagne que moi j'ai menée dans le cadre de l'étude, c'était une campagne ciblée, hein, donc vraiment des demandes d'entretien avec des personnes. En revanche, il y a eu un appel mené par... alors, Élise, tu vas peut-être compléter... c'est Pierre ou Alice qui l'a fait? Alors là, c'était un service civique, Pierre Darès, qui a mené une campagne tout au long de l'année dernière qui s'appelle « Racontez-nous votre ADEC » et qui a, en plus donc, de la vingtaine d'entretiens menés par Marion, complété par environ 45 entretiens qui sont disponibles en vidéo sur la chaîne YouTube de l'ADEC et sur notre site.
et là qui sont plus des témoignages d'artistes associés au projet, d'amateurs, de membres de troupes, d'étudiants, voilà, pour essayer de compléter et de ne pas avoir que des témoignages des instances dirigeantes, on va dire, et puis des officiels, pour compléter cette galaxie des témoignages. Mais si je peux me permettre juste de répondre, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que Marie-Madeleine Mervenroux s'interroge sur les archives sonores qui ne seraient pas témoignages précisément, mais qui seraient ces fameux documents qui manquent et qui pourraient être éparpillés chez les uns et les autres. La matérialité de la pratique en réalité. Oui, eh bien, on a très peu d'archives, donc amateurs. Là, je pense que c'est plus dans les habitudes maintenant avec le développement des nouvelles technologies, mais effectivement, enregistrer même des étapes de répétition, même des échanges autour d'un texte, il y en a un petit peu, mais c'est vrai qu'on en trouve peu ou alors de qualité relativement peu exploitable pour du son uniquement. Voilà. Oui, on a évacué des documents audiovisuels qui n'étaient pas exploitables du point de vue du son aussi. Peut-être vous dire, comme il est 17h55, vous rappeler qu'il n'y a pas panique à avoir, puisque le film qu'on a prévu à 18h peut être vu à partir de 18h, mais vous pouvez continuer avec nous tranquillement cette journée d'études et suivre le lien du film ensuite. Donc, on ne va pas se précipiter pour avoir 4 minutes pour tout clore. On va prendre peut-être notre temps pour remercier Séverine pour ce témoignage entrecoupé d'aléas techniques. Mais voilà, on la remercie d'autant plus de sa ténacité. Voilà.